J'ai grandi dans un atelier de peintre, l'atelier de mon père, qui, bien qu'il ait été divorcé avec ma mère quand j'avais 5 ans, avait un atelier chez ma maman, au grenier, au Pré-Saint-Gervais. Et aller monter au grenier, on montait par une échelle dans une maison assez baroque, avec une architecture très étrange, dans une usine. On habitait dans une usine. Et j'étais donc au deuxième étage avec une terrasse pleine de chèvrefeuilles et mon père était dans le grenier. Voilà, donc je montais à l'échelle pour voir. Mon père travaillait dans la peinture et mon père a toujours peint, toujours. Et sans avoir consacré sa vie à la peinture professionnellement, il était habité par ça. Il était très tendre quand je venais dans cet atelier. Il était très joyeux de me voir, très concentré sur ses tableaux. Et c'était vraiment l'atelier. Je crois que tous les enfants de peintres ont vécu ces moments de grâce où un des parents est totalement absorbé dans sa passion tout en discutant avec l'enfant qui est là et qui va évidemment être émerveillé par les couleurs, les dessins, c'est extrêmement abordable. Alors il faisait du figuratif en plus à l'époque et donc on plongeait dans des chevaux, dans des chats, dans des paysages. Le père a pris beaucoup de place dans la peinture, c'était papa qui peignait. Et du coup, moi, j'ai commencé à peindre en 2001, je m'y suis mis vraiment intensément. Et j'ai commencé à peindre sur des vitres, directement à l'envers, hein, de l'huile fixée sous verre. Et la première œuvre comme ça, quand j'ai découvert la potentialité expressive des couleurs posées sur la vitre, c'était avec de la pâte à modeler. J'étais avec une copine à l'époque qui venait d'acheter une œuvre à un artiste, une œuvre que je ne supportais pas, une œuvre que je trouvais absolument nullissime. Ça m'avait énervé, mon ego a été piqué et j'ai fait une sorte de... Voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main chez elle, j'étais chez elle, rue Repval, et il y avait de la pâte à modeler chez elle. J'ai pris de la pâte à modeler, vraiment les 4-5 couleurs de pâte à modeler. Donc j'ai pris un cadre de photo, il y avait la vitre, et sur cette vitre, j'ai commencé à étaler la pâte à modeler de rage, de colère, de frustration de ne pas avoir exploré cette dimension pour laquelle j'étais prédestiné par mon père, quelque part. Et j'ai commencé à masser à travers la vitre la pâte à modeler et à regarder ce que ça faisait. Et je me suis rendu compte que c'était extraordinaire. Et le premier tableau qui après a donné ma collection Les Vitrales, c'est un tableau en pâte à modeler, à la pâte à modeler collée sur la plaque de verre qui fait comme donc du coup une peinture. Et après j'ai utilisé l'huile. Can I sing to you? Yeah, yeah. Yours, mine, ours. I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. I wanna give you... J'ai explosé mon petit 30 mètres carrés rue du Rendez-vous avec de l'huile partout. J'étais à l'époque jeune prof de philosophie et j'allais en cours les mains imprégnées de peinture à l'huile, donc des mains toutes noires. C'est vraiment la mano negra. Et j'étais complètement obsédé par cette peinture. Alors pourquoi sur le verre? D'abord il y a cette rencontre de la couleur qui s'écrase sur la vitre, pâte à modeler, c'est une sorte de sculpture empêchée parce que pour moi la peinture comme on voit derrière, il y a quelque chose de l'ordre de la sculpture aussi. Il y a du relief, il y a un travail au couteau. Et la vitre me permettait une chose intéressante. L'huile, ça met des heures et des jours à sécher, mais je pouvais, grâce à mon système de peindre sous vitre, de mettre après une plaque derrière et donc de protéger la peinture, je pouvais entasser mes tableaux. Et je pouvais les entasser les uns sur les autres, ce qui n'existe pas quand on peint sur des toiles. Et du coup, grâce à ce procédé, j'ai pu produire beaucoup d'œuvres dès 2001, qui donne la collection Les Vitrales, donc ça va jusqu'à, je crois, 60 cm sur 80 cm, en découvrant cet art à travers les peintures plus ou moins translucides. On commence à l'envers, le processus est inversé, on commence par signer son œuvre, et ensuite on met les couches qui seront les couches du devant, on commence par elles, et puis ensuite on met le fond, et donc j'ai vraiment travaillé ça. Et très vite, quand j'ai voulu m'intéresser à la peinture numérique, j'avais en tête l'idée que l'écran est mon ami, et que vitre et peinture doivent se rencontrer. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. La puissance et la faiblesse de l'art numérique, c'est que c'est ultra reproductible. Votre œuvre existe sous forme de pixels, et donc dans l'immatérialité quelque part. Et puis à la fois, vous avez
vous avez la possibilité de peindre n'importe où. J'ai fait des toiles dans des avions, j'ai fait des toiles en voyage, au bord de la mer, grâce à ça, grâce aux technologies. Et donc c'est une ivresse continue et qui peut prendre toutes les interstices de la vie quand on veut une sorte d'explosion de merveilleux comme moi j'ai besoin. J'ai soif de merveilleux, j'ai soif d'extase visuelle. J'avais l'appareil photo avant, où j'ai fait beaucoup de photos, notamment à New York en 2000. J'avais toujours mon appareil sur moi à shooter la ville. Mais là, avec l'art numérique, on peut peindre dans toutes les conditions. Et c'est assez excitant. C'est toujours peindre avec les technologies, et je dirais même quand une intelligence artificielle préside à la création, ça reste un acte pictural. Pour moi, peindre, ce n'est pas déposer de la peinture sur une toile. Pour moi, peindre, c'est réfléchir en peintre. Et donc on peut peindre avec les mots, on peut peindre avec le corps, les danseurs peignent avec le corps, on peut peindre avec l'émotion humaine. Peindre, c'est un acte qui consiste à poser ce qui est matériel et ce qui est en mouvement et à le figer dans quelque chose d'extatique. Et c'est figer le temps, figer l'espace, mais évidemment, si la peinture fonctionne, c'est que ça se défige à travers le regard du spectateur. Et donc, c'est très important pour moi, la définition de la peinture, c'est quelque chose de statique. Sinon, on est dans du cinéma, on est dans d'autres formes d'art. C'est du statique, on travaille le statique. Il n'y a pas beaucoup d'art qui travaille le statique. La musique n'est pas du tout statique, elle se déploie. Le théâtre, ça se déploie. Il y a des arts de la temporalité. Pour moi, la peinture, c'est du statique. Et une peinture réussie, c'est quand on voyage, quand elle nous prend, quand la toile ou l'écran ou ce que vous voulez, ou les vitres, mais même quand Opus Focus, le logiciel que j'utilise, que j'ai développé avec une équipe vietnamienne et avec la société Matkaline, où on a développé ce logiciel qui peut prendre une peinture, la mettre en algorithme et la faire dériver sous forme de clone-œuvre, et bien même ça c'est de la peinture. À partir du moment où il y a des traits fixés qui ont été déterminés par des choix humains et qui sont validés par des choix humains, pour moi c'est de la peinture. World was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. Moi, je viens du code, j'ai grandi avec des ordinateurs sous les doigts, je suis complètement dans une mentalité d'informaticien. J'ai développé des logiciels, des applications et j'ai fait 2 albums de musique où j'utilisais un logiciel de composition musicale, alors que je suis pianiste et je compose pour orchestre, donc c'est pas tellement que j'ai besoin de l'ordinateur pour produire des notes, c'est juste que ça m'intéresse d'être dans une posture un peu méta et plutôt que de choisir les notes, de choisir le programme qui engendre les notes. Et bien avec le dessin, avec la peinture, c'est exactement ça. La peinture, quand j'utilise Opus Focus, j'essaie d'être en posture méta, je ne fais pas les traits, je fais le programme qui engendre les traits. On a affaire à une puissance d'engendrement. Il s'agit de trouver une sorte de clé d'engendrement. Et donc là, pour moi, c'est vraiment peindre, mais c'est méta-peindre. On pourrait utiliser ce néologisme. C'est de la méta-peinture. Je ne peins pas un trait, je peins l'algorithme qui engendrera le trait et qui pourra le faire dériver selon les lois du clonard. Le manifeste du clonard, c'est la description d'une vision de l'art qui utilise les nouvelles technologies, le numérique et même des programmes de pointe pour pouvoir faire dériver la structure algorithmique, on l'appelle dans le jargon l'ADN, l'ADN de l'œuvre. Donc on peut prendre une œuvre, la réduire à son ADN, c'est-à-dire à des coordonnées chiffrées de traits, de points, de couleurs, de densité. Et à partir de là, il y a des systèmes de calcul qui vont faire comme en musique. Quand j'ai composé mon album de piano, par exemple, il y a des pièces qui sont entièrement issues de ces algorithmes. Et ça, c'était dans Red Cells. Et dans mon dernier album un peu expérimental, Fuji Pencil Tip Sensual, eh bien, on a affaire aussi à des œuvres algorithmiques qui produisent des sons. Et donc l'idée c'est ça, dans le clonard, c'est d'avoir des œuvres qui sont toutes liées à un même ADN, un même algorithme de base, une même structure fondamentale reconnaissable à l'œil nu,
c'est-à-dire quand vous voyez deux clones-œuvres, vous voyez que c'est quasiment les mêmes œuvres, un peu comme deux clones, mais il y a des micro-différences. Et tout est dans l'idée de la similitude et l'idée de la différence. On est vraiment dans différence et répétition appliquées au pictural, mais ça permet pas mal d'alchimie. Ça permet une première collection où on a affaire à une œuvre déclinée en 1 million de clone-œuvres. Alors l'œuvre, ça s'appelle la clonade. Je reprends un peu le mot de monade de Leibniz, sauf que là c'est clonade. Donc ça pose toutes les questions de monos ou de la multiplicité. Et une clonade comporte 1 million de clone-œuvres avec un seul paramètre, le seed. Et vous changez ce paramètre, vous arrivez à une clone-œuvre différente par la magie de l'algorithme que j'ai conçu. Ça, c'est la première série. Et la deuxième série, ce sont les capsules. Une capsule est composée de 9 clone-œuvres, seulement 9, mais qui sont duplicables à l'infini. Encore une fois, tout ce que je fais est duplicable à l'infini, à part évidemment quand je peignais à la matérialité, où les vitrales n'existent qu'en un seul exemplaire. Mais tout mon travail numérique, en fait, j'assume complètement l'idée que l'œuvre est reproductible. Donc dans la continuité, mais plutôt positive de Benjamin, moi j'inscris et j'assume l'acte d'une reproductibilité infinie des œuvres. Et donc on sort du fétichisme de l'œuvre, de la sueur de l'artiste dans l'œuvre. On sort de l'idée d'une conflictualité entre la peinture et l'image. La peinture est image chez moi et vice-versa. Et donc ça permet la démultiplication d'une œuvre en plusieurs clone-œuvres, qui sont à chaque fois uniques, mais aussi démultiplication matérielle d'une même œuvre qui peut être imprimée sur plein de supports de façon infinie. L'idée est de révolutionner le rapport à la peinture avec le numérique, évidemment, et d'assumer complètement le travail de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le débat, alors moi j'utilise un logiciel particulier, mais il y a plein de logiciels maintenant, DALL-E et les autres, qui permettent, avec un prompt, d'écrire un texte et de produire une œuvre. Et on sait très bien comment ça fonctionne, on pille l'histoire de l'art, hein. On prend des milliers et des milliers et des millions d'œuvres créées par des vrais artistes qui ne sont pas rémunérés pour ce travail, et l'intelligence artificielle va utiliser ça pour développer certaines choses. Souvent, aujourd'hui, on se dit il y aura jurisprudence, les artistes vont porter plainte, etc. Mais en fait, en philosophie, on vole mes idées, en veux-tu, en voilà. Une marque de champagne a repris une de mes phrases, le bonheur est une humeur de champagne. Bon, j'aurais pu faire un procès et peut-être gagner le procès, mais pour moi, la philosophie, il n'y a pas de marque déposée. Les concepts de Spinoza, de Kant et de Deleuze ne sont pas des marques déposées. Et du coup, on peut utiliser ça, tordre, et ça donne la vie au concept. Je crois vraiment qu'au contraire, on est dans une époque où le sample doit être libre de droit. Et les artistes doivent être rémunérés, mais d'une façon à inventer. Donc moi, je suis pour qu'on puisse sortir de ce faux débat d'œuvres plagiées, existantes, pas existantes. Un artiste, il naît avec le logobiote aussi de son époque. Il est nourri par toutes les œuvres qu'il a vues. Les artistes adorent aller au musée et ils s'inspirent eux-mêmes. Ce sont des intelligences artificielles sur pattes qui s'inspirent de Gauguin, qui s'inspirent de Picasso et des autres. Donc nous sommes des machines à imitation et à inspiration par l'imitation. Et c'est exactement ça le clonard. Le clonard, c'est comment, quand tu essaies d'imiter, tu transformes. Ce qui m'intéresse, c'est la micromutation dans la volonté d'imitation pure. La mimésis est fondamentale. L'acte d'imitation, on l'a décrié en Occident, on en a fait une sorte de plagiat, on en a fait une sorte de quelque chose de moindre créatif. Et en fait, c'est surcréatif. C'est par imitation qu'on crée. Et en philosophie, c'est pareil. On a des maîtres, on essaie de faire comme, et puis ça se dérive. Donc, bien sûr, il y a une originalité créative, mais la question, c'est de la cerner. Elle n'est pas dans l'abolition de l'imitation. On ne peut pas être original créativement dans une sorte de fantasme de table rase et de création ex nihilo qui tomberait du ciel. On est toujours le fruit nourri du passé et notre logobiote est habité par le passé. Donc on s'inscrit toujours dans une tradition, qu'on le veuille ou non. Et cette tradition, c'est pas marque déposée. J'ai une amie philosophe qui m'a dit, quand elle a vu deux clone-œuvres côte à côte, ça rend fou. Qu'est-ce qui rend fou là-dedans? C'est vrai que ça rend fou. Moi, ça me rend fou. Ça rend fou parce que
dès qu'on a 2 clonœuvres, j'incite ceux qui aiment le clonard à mettre les clonœuvres les unes à côté des autres pour permettre une contemplation spécifique au clonard. C'est-à-dire une contemplation où on va zapper d'une œuvre à l'autre. On ne peut plus plonger profondément dans l'œuvre. On est obligé de chercher des différences, des comparaisons. On a un esprit fait pour ça, parce qu'on a un esprit d'élection. Ça veut dire qu'on va vouloir choisir une œuvre, a fortiori si on est acheteur et qu'il faut se décider de prendre une œuvre sur 3 clonœuvres. Mais on est tous dans posture d'acheteur devant le clonard, c'est-à-dire que devant des clonœuvres, eh bien, nous passons d'un tableau à l'autre à essayer de comparer. Et ça, c'est tout à fait unique dans l'histoire de l'art. C'est tout à fait unique de pouvoir essayer de jouer au jeu des 7 différences, ce jeu qui nous plaît quand on est enfant, et d'essayer de voir. Ça ne suffit pas de repérer la différence, on les repère dans le clonard, il suffit de se focaliser. On se focalise sur un détail du tableau, donc ça géométrise le tableau et on essaie de comparer des portions de tableau géométriques. Déjà ça c'est passionnant en termes de contemplation. Mais en plus on doit choisir. Il y a quelque chose en nous qui nous dit choisis celle que tu préfères, choisis la zone que tu préfères. On compare pour élire. Et cette pulsion-là, cette pulsion de comparaison pour le choix, elle est extrêmement intéressante à creuser. Et je pense que elle est très démocratique, cette question-là. Comparer pour choisir. Elle est très consommateur voulant être consommateur. Comparer pour choisir. Elle est très éthique. Comparer pour choisir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va plonger dans les racines du spectateur qui ne va pas pouvoir s'empêcher d'avoir une sorte d'urgence, alors que rien ne le presse, à dire c'est celle-là ou c'est celle-là que je préfère. Et cette urgence face à l'œuvre, qui n'est pas une urgence des traits rouges, violents de l'œuvre elle-même, ce n'est pas la musicalité qui se déploie de l'œuvre qui nous met dans l'urgence, c'est simplement la manifestation de 2 clonœuvres et notre incertitude dans le choix et notre nécessité urgente et passionnée de devoir choisir. I'm a diamond, not a piece of glass. Break my heart, you can kiss my ass. Walk away like I never knew ya. Got a new man, what's it to ya? I'm a diamond, not a piece of glass. Break my heart, you can kiss my ass. Walk away like I never knew ya. Got a new man, what's it to ya?